Les... il y a beaucoup d'informations à avoir dont il faut disposer avant un projet. Le, Là, c'est un projet qui n'a pas été choisi par le gouvernement, qui n'a pas été choisi par les intervenants. C'est la reconstruction après le séisme de l'Haouz et la reconstruction du Haut Atlas. Dans chaque projet de développement, chaque projet de reconstruction, surtout au milieu rural montagnard, il y a quelques informations à voir sur la région. Parmi ces informations centrales et structurelles, nous avons la morphologie sociale, donc la manière dont l'habitat est dispersé ou groupé. Nous avons également les activités agricoles, ou agro-pastorales en général, les activités économiques, autres qu'agro-pastorales, et surtout, j'insiste surtout sur l'organisation sociale, sur la capacité des habitants, des groupes, des communautés, des devoirs du Haut Atlas à s'organiser et à innover en s'organisant. Puis nous terminerons, si vous voulez, nous terminerons par une recommandation assez générale, une recommandation de principe. Alors, morphologie sociale, c'est en gros, même si le mot paraît un peu bizarre, c'est seulement l'étude des rapports entre la communauté et le sol. C'est-à-dire les différentes formes, d'où morphologie, les différentes formes que prend une population en s'installant dans un sol. Dispersée, groupée, nomade, sédentaire, etc. Et donc l'une des particularités du Haut Atlas, nous avons vu pas mal d'images du Haut Atlas, c'est le douar ou c'est le village. Hein. Alors c'est des villages de taille moyenne, parfois on va dire la moyenne c'est 60 foyers, 60 maisons. Il y a quelques gros villages d'une centaine de maisons, des petits villages de 30 maisons, etc. Donc, mais de toutes les façons, c'est des détails relativement réduits par rapport à l'urbain. Et l'une des particularités dans la morphologie sociale à prendre en considération par rapport aux moyens de communication, c'est cette répartition entre le piémont, la montagne et la haute montagne. Donc ça c'est important parce que les douars n'ont pas les mêmes ressources relativement à leur position par rapport à ces trois strates de la montagne. Les villages du Piémont sont beaucoup plus proches des routes, beaucoup plus proches des services publics, etc., etc. Donc, pour juste donner une idée de ce qu'est le Piémont, c'est Asni, Tahna, Tamzamiz, Tafingult, autour de 900 mètres d'altitude. La haute moyenne, c'est entre 1400, 1500, 1600. Pardon, la montagne, 1500, 1600, et la haute montagne, c'est 2000 et plus. Donc l'essentiel, c'est de prendre en considération la position géographique de ces douars et de prendre également en considération le type d'habitat, parfois compact, ou juste groupé. Compact veut dire tout simplement que les maisons sont contiguës et donc il y a une continuité dans l'agglomération en question. Voilà en gros, en gros un peu la particularité du Haut Atlas. Alors, ça a été souvent approché comme un obstacle. Les, les ingénieurs, les architectes, les intervenants qui sont un peu imprégnés par une culture citadine, une culture urbaine citadine, peuvent voir, à raison ou à tort, ça dépend des situations, à raison ou à tort, que cette dispersion est un obstacle. Il est un obstacle, il est considéré comme obstacle pour l'électrification, pour l'adduction d'eau. On peut imaginer que l'électrification de 3 à 4 douars qui sont très très loin, donc va coûter énormément cher. Idem pour l'adduction, idem pour l'assainissement, etc. Pour le transport scolaire,
et ainsi de suite. On ne peut pas construire une école pour un douar. On ne peut pas construire un dispensaire pour un douar. Bon, c'est une contrainte, c'est pas un obstacle, mais c'est une contrainte. C'est une contrainte morphologique. Mais ce qu'il nous faut, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a une logique derrière, une logique très ancienne. C'est-à-dire que les villages, s'ils sont dispersés, c'est d'abord parce que le relief l'impose. Hein. Il y a des vallées. Les gens ne peuvent pas habiter dans les vallées, donc ils sont obligés d'habiter loin, un peu plus haut. Ne pas utiliser les terres agricoles, donc il faut utiliser des terres qui ne sont pas utiles sur le plan agricole, sur le plan pastoral. Et la raison principale, c'est qu'ils sont à côté des sources, ils sont à côté des canaux d'irrigation, ils sont à côté des vallées qu'ils cultivent, etc., etc. Donc, une personne ou des familles ne peut pas habiter à 10 kilomètres de ces champs, ne peut pas habiter à 30 kilomètres des parcours collectifs. Donc c'est un microcosme, et donc un village, il y a un terroir, hein, un terroir agricole qui peut être pastoral, qui peut être agricole, et la vie du douar est autour de ce cercle-là. Donc si on regroupe les douars, ça veut dire qu'on va tuer ce microcosme, on va tuer tous les terroirs. Et on oublie en tuant les douars, donc vous allez tuer l'arboriculture, vous allez tuer les terrasses, hein, on va en parler peut-être, les terrasses agricoles, et imaginez toute l'érosion qui va s'en suivre. D'accord. Donc, et puis les politiques de regroupement qui ont été appliquées au Maroc juste après l'indépendance et un peu plus tard n'ont pas donné satisfaction. Pas donné satisfaction. Alors, les activités économiques principales, il faudrait rappeler que, bien sûr, c'est une, c'est une région montagnarde, comme dans toutes les régions montagnardes, donc il est très difficile de trouver des, des unités agricoles très grandes, comme les ranchs, comme les fermes dans les plaines, etc. Donc c'est une agriculture familiale. C'est une agriculture familiale. Quand on parle d'agriculture familiale, c'est-à-dire que c'est les membres de la famille qui s'occupent des activités agro-pastorales. La fille, le jeune homme, le père, la mère, etc. Parfois, si la famille est étendue, donc ils ont affaire à d'autres membres de la famille. Mais de toutes les façons, c'est une agriculture familiale, et les rapports familiaux entre les membres sont des rapports de production. Donc vous n'êtes pas uniquement mon fils ou ma fille, mais vous vous chargez de la vache, vous vous chargez de l'irrigation, et si je suis commerçant, vous vous chargez du camion, et ainsi de suite. Et donc c'est une agriculture familiale relativement modeste et humble, donc ce n'est pas la grosse production, mais familiale ne veut pas dire une agriculture de subsistance. Ça veut pas dire ça. Les gens, en tout cas les familles, vendent une bonne partie de leur récolte, pas les céréales, mais bon, le noyer, etc. Donc agriculture familiale tournée autour de ces terrasses-là. Les terrasses, c'est l'orge, essentiellement l'orge. Quelques champs pour le pâturage. Et puis le noyer. La région est très connue pour le noyer, et bien sûr dans le Piémont pour l'olivier, etc. Et puis de nouvelles espèces, comme le pommier, le plus répandu c'est le pommier. Bon, il y a le cerisier, il y a d'autres espèces. Donc arboriculture, culture, et le petit élevage extensif, pardon. Extensif, le petit élevage extensif. Petit élevage, c'est des troupeaux très moyens, c'est bon, quand on a une quarantaine de bêtes, ça veut dire on a un grand troupeau. C'est les petits ruminants, les chèvres et les moutons. Et c'est extensif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étable, ce n'est pas, ce n'est pas le nouveau élevage, donc avec étable, etc.
Le tourisme, c'est une activité qui est assez récente, en haute montagne, bon, les années 70 avec quelques clubs étrangers. Il y a de jeunes, de jeunes chefs de famille qui vivent uniquement du tourisme, soit en tant que guide, soit il y a différents métiers un peu connexes. Mais bref, oui, c'est une source de revenus. Mais le plus important, c'est pas qu'elle ait une source de revenus actuelle, c'est qu'elle peut être une source de revenus potentiels pour les jeunes chefs de famille. Il y a les ouvriers occasionnels, il y a le travail économique occasionnel. Dans la haute montagne, je suppose, pour les autres régions aussi, mais en tout cas pour là où j'ai travaillé dans le Haut-Atlas, c'est le Souss. Donc, ils ne partent pas vers le nord. Les gens du nord viennent au Souss, mais les gens du Souss vont très rarement vers le nord du pays. Et donc c'est la plaine du Souss, c'est soit les moissons, soit la cueillette des olives, en gros. Mais parfois ils travaillent également dans quelques fermes, grandes fermes. Et c'est un travail occasionnel, c'est souvent l'été, mais bon, il y a d'autres périodes comme ça, d'un mois, de 3 semaines, où les grandes fermes, les grands propriétaires du Souss ont besoin d'une main-d'œuvre un peu nombreuse. Donc, oui, pour un jeune de 18 ans, 19 ans, c'est une source de revenus. Mais le plus important peut-être pour les gens, c'est l'immigration, mais l'immigration permanente, pas ce travail occasionnel. Et il y en a aussi, bon, c'est une source de revenus pour les familles. Sur l'organisation sociale de ces activités agricoles et pastorales et d'autres activités sociales et économiques et sociales, moi je pense que, partant de mon expérience, partant de ce que j'ai déjà publié, partant de ce que d'autres collègues ont publié sur la région, Abdullah Hammoudi, Mohamed Bahdi, Mohamed Touzi, Mohamed Tamim, Amahan, Fatima Bernissi et d'autres, sur la région, sur le Haut-Atlas, bien sûr. Partant de ces publications, je pense que la ressource principale dans ces régions, c'est leur capacité à s'organiser, c'est leur tradition organisationnelle. C'est une ressource, on parle maintenant du patrimoine immatériel, ça fait partie de ce patrimoine immatériel. Comment les gens managent, comment les gens gèrent les biens publics, quelles sont les normes qui sont créées, les normes, quelles sont les règles qui sont créées, quelles sont également les sanctions qui sont créées lorsque vous ne respectez pas les règles communautaires. Donc il y a une corrélation, j'ose le dire, une corrélation entre les biens collectifs. Le minimum, c'est la mosquée. Tous les villages disposent d'une mosquée. Et si vous voulez compter les villages, vous comptez les petites mosquées. Et si vous voulez compter les grands villages et le groupement de villages, vous comptez les grandes mosquées en cathédrale. Dans la majorité des cas, vous aurez les mêmes unités. Donc pour chaque mosquée, une unité. La mosquée est rarement gérée par le ministère des Habous. Donc il est financé et géré par les communautés même depuis très longtemps. Que ce soit le personnel de la mosquée, le taleb, qui est souvent le muaddin, celui qui fait l'appel à la prière, soit le bâtiment lui-même, la construction, l'entretien, etc. Il y a de l'eau à chauffer chaque jour, du bois à apporter. Donc c'est une petite gestion, mais quand même c'est une gestion communautaire qui réunit les gens autour de ce bien qui n'est pas un bien économique, mais qui est un bien religieux et symbolique pour la. Puis bien sûr il y a les canaux d'irrigation, les canaux d'irrigation, c'est de la petite hydraulique, donc c'est pas la moyenne hydraulique, c'est pas la grande hydraulique, c'est la petite hydraulique avec des débits très très faibles, mais des débits très faibles qui sont appropriés à ce type d'économie. D'accord? Donc les canaux d'irrigation sont construits par la communauté, le douar, ou un ensemble de douars, et sont entretenus par la communauté.
Donc s'il y a le curage des canaux d'irrigation, et l'entretien, c'est la communauté. Il y a les parcours collectifs, avec également des décisions collectives. La plus célèbre et la plus connue, c'est l'AGDEL, la mise en défense. La mise en défense, c'est tout simplement lorsque il y a des périodes dans l'année où il est intéressant que les plantes régénèrent. Et donc il ne faudrait pas aller, aller avec son troupeau pendant cette période-là. Donc ça permet aux plantes de régénérer, ça permet au parcours de régénérer. Et donc à Agdel, c'est souvent 4 mois d'été ou 3 4 mois d'hiver, selon les parcours. Donc on ferme, il y a un gardien, et puis si vous ne le respectez pas, il y a des amendes, il y a des amendes à payer. Puis il y a d'autres biens collectifs, c'est pas la peine de. Il y a d'autres, le cimetière, la piste, etc. Là où il y a des greniers collectifs, les Agadir, ils sont gérés par la communauté. L'essentiel, c'est cette communauté-là. Il a des traditions organisationnelles parce qu'il a des biens collectifs à gérer. D'accord? C'est ça le. Et donc, il se trouve que dans la haute montagne, dans la montagne, la haute en général, c'est un peu le modèle, le prototype général. Ce n'est pas un douar dortoir, ce n'est pas un douar où les gens viennent dormir, comme dans les quartiers urbains, comme dans certains douars et villages, les villages ruraux au Maroc. On vient dormir et puis on travaille ailleurs. Donc, on travaille dans le cadre du douar. J'ai parlé des canaux d'irrigation. C'est une propriété collective, communautaire, même si le droit d'eau est une propriété individuelle. D'accord? Et voilà, donc je pense, je le répète encore une fois, c'est la ressource principale, c'est la manière, c'est cette expérience que ces douars ont accumulée durant des siècles à gérer les biens collectifs anciens, mais également les biens collectifs, de nouveaux biens collectifs. Alors, l'organisation sociale a connu un changement, enfin, elle a connu des changements euh, assez intéressants à partir des années 90, je dirais. Il y a d'autres mini-changements, mais je vais pas parler de ça. Le changement structurel le plus important concerne ce qu'on appelait ou ce qu'on appelle encore les sociétés civiles, les ONG ou les associations de développement, etc. Alors, il faut juste dire que durant les années 80, je suis resté là où j'ai travaillé, dans le Haut-Atlas, pas loin d'Asni, dans la région d'Imlil. J'ai travaillé entre 1982 et 1991, il n'y avait pas une seule association. Je suis retourné en 2011, il y avait des associations dans tous les villages. Et parfois deux associations différentes dans le même village. C'est important dans la mesure, je parle de changement structurel et pas uniquement un changement quantitatif, il n'y a pas uniquement quelque chose qui se rajoute à la Jama'a, mais un type de leadership qui est nouveau pas uniquement dans la région du Haut-Atlas, mais au milieu rural en général. C'est-à-dire, là où il y a la Jama'a, c'était les vieux chefs de famille, ou en tout cas les chefs de famille. Maintenant, avec les associations, vous avez des jeunes chefs de famille instruits. C'est des gens qui sont assez cultivés pour gérer une association. Ça peut être niveau baccalauréat ou bac plus 2, des licenciés, même des masters maintenant, et plus. Et donc, c'est des jeunes qui ont la capacité de gérer des associations, la capacité de lire, la capacité de tenir une comptabilité, la capacité de parler avec les bailleurs de fonds, et ainsi de suite. Et c'est des ressources que la Jama'a ne peut pas fournir. Et donc, également, c'est des ressources qui sont mobilisées pour de nouvelles prestations que la Jama'a ne pouvait pas offrir. Et ça a commencé en général avec l'adduction d'eau, avec le PAGER, le programme d'adduction d'eau au milieu rural, milieu des années 90. Et ils ont exigé, comme d'autres ONG, ils ont exigé des douars de constituer une association qui va être l'interlocutrice. Donc les contrats, les engagements, c'est l'association qui va s'engager
pour faire ceci, pour faire cela, etc. Donc il y a des engagements que la Jama'a, en tant que groupe, communauté informelle, qui n'est pas juridique au sens positif, légal, moderne du terme, il n'a pas une personnalité financière, publique, etc., etc., morale, publique, etc. Donc ça a commencé avec ça, mais par la suite, tout dépendait de la capacité de ces jeunes dans les différentes régions. Donc il y a des régions où ils ont électrifié, il y a des régions où ils ont offert des prestations que la Jama'a ne peut pas offrir, je le répète encore, comme la salubrité. Donc ils s'occupaient ils s'occupaient des ordures. Parfois il y a des fourneaux d'incinération. Ils achetaient des ambulances, ils s'occupaient du transport scolaire, ils s'occupaient des activités sportives, des jeunes filles. Donc il y a des ateliers pour les jeunes filles et ainsi de suite. Donc il y a pour moi, c'est l'un des changements structurels le plus important qu'a connu le Maroc depuis 3 décennies. Et ça continue, donc, parce que le changement structurel est là, mais les gens développent un peu ces qualités-là. Lorsque nous avons fait le tour dans le cadre de la commission spéciale sur le développement, dans différentes régions, nous étions vraiment très 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 surpris et positivement surpris par cette dynamique. Et dans le rapport général de la commission, il est question de ces expériences et de ces expériences émergentes. Alors maintenant, il y a toujours le petit problème, le rapport, je vais juste le mentionner, ça va nous prendre beaucoup de temps, le rapport entre la Jama'a et les associations. Il y a différents rapports, parfois c'est des tensions. Vous les jeunes, vous savez rien. Parfois c'est de la coopération. La Jama'a est là, mais il a son mot à dire sur certaines questions. Et nous, également, l'association, nous avons nos mots à dire sur d'autres questions. Et s'il y a une coopération entre nous, on le fait. Par exemple, ils ont besoin d'un terrain, le terrain appartient à la Jama'a, donc il y a toujours une coopération entre... Enfin, il y a possibilité d'avoir une coopération. Et parfois, c'est l'association qui phagocyte, qui mange, qui bouffe la Jama'a, et la Jama'a devient très petite, parce que l'association devient. Mais quels que soient les rapports, ces deux ressources d'organisation sont très importantes. C'est des interlocuteurs à prendre en compte, mais bon, maintenant, sur le plan de l'expérience, chacun peut estimer l'importance des uns et des autres. Donc voilà, il y a la coopérative des femmes, les coopératives féminines. Elles sont assez nombreuses. C'est très important parce que, comme on le sait, la femme rurale, elle était cloisonnée dans certaines tâches, pas à la maison. Elle n'était pas cloisonnée dans la maison. Donc elle sortait avec les vaches, elle travaillait les champs, etc. Donc elle participait à la cueillette. Donc elle n'était pas uniquement à la maison, mais quand même il y avait un petit cercle qui ne pouvait pas dépasser. Maintenant, grâce à l'instruction, grâce également à l'activité de certaines ONG urbaines également, qui travaillent en milieu rural. Donc il y a quand même, dans l'autre atlas, il y a pas mal de coopératives féminines. Ça, il y a d'autres changements, mais je pense que sur le plan organisation, c'est les changements les plus importants. Alors maintenant qu'il y a reconstruction, c'est un champ immense. Alors, la particularité d'abord de la reconstruction du house, c'est que ça n'a pas été décidé. Donc, il y a un séisme, donc il fallait répondre, il fallait réagir. Deuxièmement, il y a beaucoup de choses qui viennent à la fois, en une seule fois. Donc, avant, dans les projets de développement, on va s'occuper des moutons, on va s'occuper de la coopérative, on va s'occuper de l'électrification. Maintenant, il faut s'occuper de tout. Donc, ce qui rend la tâche à la fois difficile, mais en même temps, il implique une responsabilité des intervenants. Donc moi, je pense que maintenant, il y a un certain accord entre l'État, le gouvernement, les ONG, sur le principe d'être à l'écoute de la population.
Donc il n'y a pas que les experts, que les ONG, que les militants qui vont dire bon, il faut être à l'écoute de la population. Tout le monde est d'accord sur ce principe. Maintenant, comment opérationnaliser ce principe? Que veut dire écouter la population? Moi, dans écouter la population, je mettrai la prise en compte de cette capacité organisationnelle des gens. Ne pas venir avec des plans ou des programmes ficelés. À Rabat ou à Marrakech ou à Casa, peu importe. Avec des programmes, nous allons faire ceci. Donc, ce que vous allez faire, avant de le faire, vous consultez d'abord les gens. Premièrement, consultez les gens. Vous venez avec des projets, consultez les gens. Vous venez avec des projets terminés, vous consultez les gens, etc. Et puis, être à l'écoute, c'est de dire des solutions peuvent venir des gens. Les solutions peuvent venir de cette coopération entre vous, intervenants, ministère X ou ONG Y, et la population. Il y a une synergie qui peut se dégager. Il faut un peu de patience. Je sais que le temps de la consultation est un temps court, mais même s'il est court, il faut un peu de patience pour écouter les gens. Avoir le maximum d'informations sur les villages. Le maximum d'informations sur ce que nous avons, sur le Douar, sur ce que nous avons un peu. Il y a d'autres, bien sûr, il y a d'autres actions, c'est uniquement le principe. J'essaie un peu de parler des grands principes. Il y a beaucoup de détails que seuls les intervenants sont à même de contrôler. Alors le Douar, j'ouvre une parenthèse juste pour dire que le rapport général de la commission spéciale sur le modèle de développement, dans le rapport général, la commission indique que le Douar doit être ou devrait être ou est reconnu comme étant l'unité territoriale de base. Donc c'est écrit en 2021, bien avant le séisme. Pourquoi ça a été écrit? Parce que la commission, à travers ses visites, à travers ses discussions avec les gens, à travers l'expertise de ses membres et ainsi de suite, et d'autres, à travers tout ça, ou à partir de tout ça, il s'est aperçu que le Douar, d'accord, si on implique le Douar comme unité territoriale de base, il y aurait beaucoup de choses à gagner, il y aurait beaucoup d'erreurs à éviter. D'accord? Donc, restant maintenant, c'est le séisme, donc le Douar, il est là, c'est l'un des acteurs principaux. Il peut y avoir des réseaux de Douar, des groupements de Douar pour tel projet. Une centaine de Douar pour un projet, mais l'unité de base, l'unité de référence, c'est le Douar. Ça ne veut pas dire qu'on va s'occuper du Douar, d'accord, mais c'est l'unité de base et l'unité de référence. Donc il y a des informations, moi ce que je suggère, mais si j'étais consultant dans ce type de projet, comme on le faisait avant, donc on peut toujours comme d'autres consultants l'ont fait avant, c'est d'avoir une fiche, une petite monographie, très 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 brève, de chaque Douar. Il y a une jma'a, il n'y a pas une jma'a, coopérative féminine, elle est ancienne, elle n'est pas ancienne, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle ne fait pas, etc. Avec les canaux d'irrigation, parcours collectif, jma'a, ONG, etc. Donc, ce que je viens de dire tout à l'heure, mais résumé dans une petite fiche, d'une page, 2 pages, peu importe, qu'on sache au moins quelle est la configuration des douars sur lesquels, ou avec lesquels les intervenants vont travailler. Donc voilà un peu, c'est une recommandation de principe. Les recommandations de détail, les recommandations opérationnelles ne peuvent être faites que à partir d'enquêtes sur le terrain, à partir d'une reconnaissance du terrain, à partir d'une discussion avec les gens. Mais il y a quelques principes quand même, parmi ces principes, c'est une bonne information et une bonne association des gens concernés. L'information dépend de nous, mais elle dépend également des gens. Parce que ce que moi je trouve pertinent, peut-être que les gens vont le trouver secondaire, et inversement. Voilà.